Nous allons ouvrir la côte B de Charles-Olivier Had. Sacré pédigré. En juillet 2019, à l'Odève dans l'Hérault, il tue sa femme Samantha de 3 balles dans la tête. Pan, pan, pan. Et ensuite sa petite fille de 20 mois, Ombline, 4 balles dans la tête. Pan, 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 pan. Le plan initial de Charles-Olivier Had était de tuer toute sa famille, y compris ses 2 fils aînés. Et ensuite, il avait prévu de se suicider. Il n'est pas allé au bout, il sera donc jugé. Comment a-t-il pu en arriver là? Comment cet homme a-t-il pu imaginer que la solution à tous ces maux était de liquider toute sa famille et lui avec? Ce n'est pas lui qui tient l'arme, c'est elle. Le bras armé, c'est elle. C'est elle qui prend la décision du suicide collectif, ce n'est pas lui. Danielle Cani, je suis psychologue clinicienne et je suis également expert auprès de la Cour d'appel de Montpellier. J'ai rencontré Charles-Olivier Had à la maison d'arrêt de Villeneuve-les-Maguelones, ce qu'on appelle la prison de Montpellier. Je l'ai rencontré en 2019, au mois de novembre. Il était incarcéré depuis 4 mois, bien entendu, il n'allait pas très bien. Il était suivi par le service médical. Il était sous antidépresseur, ça lui permettait d'alléger un peu ses réflexions, sa pensée. Il était quand même très habité, très parasité par les pensées autour de cette affaire. Il y avait de quoi. Il s'est montré très coopérant, c'est quelqu'un qui est tout à fait normal au niveau de l'intellect, on n'a pas de déficit, c'est quelqu'un qui n'a pas de problématiques psychiques de type psychiatrique, il était tout à fait adapté à la situation d'examen. Je n'ai pas noté ni de tension particulière, ni d'excitation particulière, simplement beaucoup de tristesse. Rapport de l'experte psychologue Danielle Cani. 4 mois après les faits, Charles-Olivier Had a encore beaucoup de mal à faire un bilan lucide. Son discours reste vague. Je ne sais pas comment dire. Je suis comme dans un cyclone. Je suis enfermé dans mes pensées. Au moment des faits, j'avais un nous très fort, comme s'il n'y avait que nous. Charles-Olivier Had était incapable de se différencier de la pensée de son épouse Samantha. Et il est toujours incapable de s'individualiser. La relation de couple instaurée par Charles-Olivier avec Samantha, sa femme, était une relation de soumission à l'autorité de l'autre. C'est-à-dire qu'il était toujours d'accord avec ce qu'elle disait. Il n'était pas jamais dans la contradiction, ni dans l'opposition, ni dans la prise de décision autonome. Code B12, enquête de personnalité. Charles-Olivier et Samantha Had étaient mariés depuis 13 ans. Charles-Olivier, 40 ans, après avoir été cuisinier, est devenu manager d'une chaîne de restaurants. Samantha avait 44 ans, elle était auteure de contes pour enfants. Ses 2 garçons étaient âgés de 8 et 4 ans, Ombeline de 20 mois. C'est un couple qui fonctionne, me disait-il, Charles-Olivier me disait, on fonctionne en autarcie. C'est un fonctionnement d'autosuffisance. Les enfants ne sont pas scolarisés. Les 2 garçons, la petite est trop petite. Charles-Olivier va prétexter le fait qu'ils font de la musique quelque part, hors du village. Sauf que quand je discute avec lui, je me rends compte que ces 2 garçons ne reçoivent jamais de petits copains chez eux et ne vont jamais non plus chez des petits camarades. Et comme ils ne sont pas scolarisés, l'école c'est quand même le lieu de socialisation le plus important. Donc il n'y a pas de socialisation au niveau de l'école, il n'y a pas de socialisation du tout. Ce n'est pas parce qu'ils font un peu de musique à l'extérieur qu'ils sont socialisés. Ils n'ont pas d'amis. Donc c'est un couple qui fonctionne en vase clos. Et j'ai émis l'idée que c'était une bulle étanche. C'est comme ça que je les perçois dans cette famille. Charles-Olivier sort pour aller travailler
C'est une parenthèse, et quand il revient, il retrouve cette sorte d'enfermement de la famille, et il en est très satisfait parce que ça le protège, ça le sécurise. Il est très heureux dans le fonctionnement qui est imposé certainement par Samantha avec son accord. Il ne s'est jamais opposé à ce type de fonctionnement. La petite Ombeline était allaitée. Elle était tardivement allaitée par sa mère. Elle a commencé à manifester des troubles alimentaires. Elle a refusé de manger. L'hypothèse que j'ai faite, c'est qu'elle avait refusé de manger d'une certaine façon pour mettre sa mère à distance. Une mère qui était quand même plus que fusionnelle. Elle était dans une sorte d'appropriation des enfants. C'est-à-dire qu'elle ne leur reconnaissait aucune singularité hors d'elle. Ordonnance de mise en accusation de Charles-Olivier Had, en mars 2019. Ombeline est hospitalisée pour donner suite à une dénutrition sévère. Elle pesait 6,7 kg alors qu'elle aurait dû peser entre 8 et 10 kg. Une sonde gastrique lui est posée jusqu'à ce qu'elle reprenne 2 kg. C'est sur cette difficulté alimentaire que l'affaire a commencé à émerger. Danielle Cagny, experte psychologue. C'est-à-dire que les médecins se sont inquiétés de la situation médicale de cette petite fille et ont considéré que l'allaitement n'était pas approprié, qu'elle était dénutrie et ont certainement culpabilisé la mère de l'avoir allaitée aussi longtemps. En tout cas, elle s'est sentie culpabilisée, c'est comme ça que Charles-Olivier présente la situation. Et Samantha, qui était dans ce fonctionnement, à mon avis, d'appropriation des enfants. Quand Ombeline a été prise en charge par les médecins, il y a eu une ingérence, une intrusion du monde extérieur dans cette bulle familiale, et ça, elle ne l'a pas supporté du tout. Donc elle a très très mal vécu l'ingérence des médecins, qu'on puisse mettre en cause sa position de mère, puisque elle se considérait certainement comme une mère de bonne qualité, certainement. Sinon, elle n'aurait pas fonctionné de cette façon-là. Ordonnance de mise en accusation de Charles-Olivier Had. Selon les services sociaux, le suivi d'Ombeline après son hospitalisation est compliqué. Madame Had, ne laissant pas ou peu accès à sa fille, elle annule et elle décale les rendez-vous. Jean-Marc Darrigade, avocat au barreau de Montpellier, avocat de Charles-Olivier Had. Elle va être tellement rebelle que effectivement les services sociaux vont être aussi un peu contre elle, les rapports vont venir les uns après les autres, stigmatiser ça, cette espèce de mère qui s'approprie ses enfants, qui veut rien entendre, qui a accouché à domicile, l'accouchement a été difficile, qui fait de l'école à domicile, qui refuse les vaccins, bon voilà, d'un seul coup, on se dit il faut protéger son enfant contre cette mère qui est une mère aimante certes, mais qui aime mal, quoi, voilà. Côte D334, témoignage d'une auxiliaire de puériculture. Lorsque Madame Had était présent, il était complètement en retrait. Chacun d'entre nous se méfiait de Madame Had. Elle avait un caractère particulier. Elle pouvait être menteuse. Par moments, quand même, elle y allait un peu fort, quoi. Et lui, il était l'élément modérateur pour les toubibs à l'hôpital, il calmait le jeu, parce qu'elle rentrait en conflit avec les aides-soignantes, elle rentrait en conflit avec les infirmières, elle rentrait en conflit avec les médecins. Et lui, le petit cuistot, il arrivait et il éteignait les incendies. Donc, on voit bien quand même que si la situation a atteint un tel paroxysme de conflit, et parfois ils se sont retrouvés avec toute l'administration contre eux, mais en fait c'était toute l'administration contre Samantha. Voilà. Et c'était Samantha qui générait tant d'aveuglement ensuite, parce que c'est vrai qu'il y a eu de l'aveuglement contre ce couple et que cet aveuglement a créé des erreurs d'appréciation. Mais au départ, c'est quand même elle qui génère, par son attitude, une espèce de réaction violente à leur endroit. Lettre d'adieu de Samantha Had. Je suis une mère, une vraie mère. Dans chaque particule de mon corps, je suis maman. On touche à mes enfants. C'est une grave erreur. Très grave erreur. Et sur ce point, mon mari est mon double parfait. Elle écrit des livres pour enfants.
des comptines. Maître Fabien Arakélian, avocat de la famille de Samantha Had. Sa dernière histoire, c'est un livre où elle parle d'une princesse chevalière qui résiste contre la société. Et cette princesse, elle s'appelle Ombline. Côte B sur Europe 1. Christophe Ondelat. Dans la Côte B du dossier de Charles-Olivier Had se trouve l'enquête de personnalité qui raconte la vie de cette famille. Les parents et leurs 3 enfants vivaient repliés sur eux-mêmes. Le couple avait fini par s'installer aux Rives, un hameau dans l'Hérault, pas très loin de la ville de Lodève. Maître Jean-Marc Darrigade, avocat de Charles-Olivier Had. Ils se sont installés là parce que d'abord ils avaient voulu fuir Paris dans un premier temps, puis ils s'étaient installés je crois dans le Massif central, et puis de ce coup ils ont eu une opportunité là sur cette maison qui semblait combler leur rêve. Et lui, quand il travaillait pas dans son entreprise, il travaillait comme un fou dans cette maison, et il a tout changé, tout rénové, donc en fait il travaillait tout le temps. Et les Rives, c'est un hameau très isolé aussi, où chaque voisin se regarde, et là aussi les voisins disaient mais ils se mêlent pas de la vie du village, de la commune, bref, voilà, c'est les étrangers, et ils se tiennent tellement à l'étranger qu'ils en deviennent presque des ennemis. Le couple Had vivait reclus. La mère de Charles-Olivier était la seule à passer de temps en temps à la maison. Elle a tenté de raisonner les 2 parents pour qu'ils écoutent les services sociaux et les médecins. Il y a un personnage dans cette famille qui est un personnage important, c'est la mère de Charles-Olivier Had, qui présente la particularité d'être une intervenante d'autorité dans ce milieu-là. C'est-à-dire qu'elle était elle-même directrice d'un service de protection de l'enfance en Bretagne. Donc elle connaît très bien le milieu des travailleurs sociaux, c'était un cadre dirigeant de travailleurs sociaux. Donc elle est là, elle essaie d'expliquer à Samantha, à son fils qu'il faut laisser faire les choses et que ça va peut-être s'arranger. Et cette façon de faire va avoir son effet, c'est-à-dire que elle commence à accepter les décisions, à tel point qu'à un moment donné, il y a un médecin qui va autoriser le fait qu'Ombline parte en Bretagne en vacances, malgré la sonde gastrique, avec ses parents, ses frères, chez la grand-mère, chez cette fameuse grand-mère. Et tout va se jouer là, parce qu'en fait, on est au début de l'été, tous ceux qui suivent le dossier partent en congé. Et là, il y a une travailleuse sociale qui reprend ce dossier, qui passe un coup de fil, on lui répond pas, elle repasse un coup de fil, on lui répond pas, au 3e coup de fil, on lui répond, on est en Bretagne. Oui, allô? Oui, Samantha Had. Oui, c'est moi-même. Bonjour madame. Maison des Solidarités de l'Hérault, j'ai tenté de vous joindre à plusieurs reprises. Je vous ai laissé un message vendredi après-midi. Oui, mais mon portable ne le reçoit pas bien ici. Je suis en vacances en Bretagne. Tout se passe bien, Ombline est heureuse près de la mer, elle va bien. Comment ça, vous partez en vacances avec une enfant sous sonde gastrique? Mais comment c'est possible, madame? Qui vous a autorisé? Un médecin nous a autorisé à partir. Et si les médecins jugent qu'elle peut partir, c'est bien qu'elle peut partir, non? Alors je voulais vous dire que j'ai envoyé un signalement au juge pour enfants car Ombline est en danger. Elle a perdu du poids, elle n'a pas de suivi depuis sa sortie de l'hôpital. Il faut absolument revenir dans la région, madame. Nous allons envisager son placement. On va leur dire, il faut revenir là, et l'enfant va être hospitalisé. Non content de leur dire ça, on va leur dire, mais en plus, vous ne pourrez pas la voir. Vous ne pourrez pas être dans la chambre avec elle. Enfin, c'est d'une violence inouïe, et à partir de là, il disjoncte. Voilà. Elle est complètement persuadée, intimement convaincue que ça commence par Ombline, qu'ils la rendront pas, et qu'ensuite ils vont aller chercher l'aîné qui a le diabète, et ensuite le 3e, et que finalement ça se terminera par 3 placements qui seront privés de leurs enfants et de leur raison de vivre. À leur retour de Bretagne, les parents d'Ombline n'ont qu'une idée en tête. Tout faire pour empêcher le placement de la petite fille à l'hôpital. Et Samantha échafaude un plan. On va fuir. Ils ne nous prendront jamais Ombline.
toutes ces mois et ces mois de fatigue, toute cette parano aussi, vont faire que on va réfléchir mal. Ils vont se mettre en quête d'un passeport pour Ommeline et aller vivre je ne sais où, au Canada, en Australie, enfin, ils imaginent tout. Et on sait que c'est vrai parce que les démarches sont faites à la préfecture de l'Odève ou de Millau, je sais plus, où on fait des recherches pour obtenir un passeport la veille du drame. Hein. Donc il y a une idée de programmation de quelque chose qui va se produire, mais on ne sait pas quoi. Un départ, voilà. Et ce départ peut prendre plusieurs formes. Soit un départ vers l'étranger, soit un départ vers l'au-delà. Et lorsque on s'aperçoit que partir vers l'étranger c'est impossible, eh bien on est à ce point fatigué, on est à ce point peu lucide que ils vont décider de partir pour l'au-delà. Et là, tout est programmé, l'ordre de la mort des uns et des autres. Elle n'autorise personne à faire ingérence dans son fonctionnement et dans le fonctionnement qu'elle a établi au sein de la famille. Danielle Cagny, experte psychologue. Je pense que Samantha Lefebvre était dans un fonctionnement de toute puissance et que la menace que représentaient les éléments extérieurs que sont les médecins et les assistants sociaux a été insupportable. Elle a certainement eu l'impression de se décomposer. Lettre d'adieu de Samantha Had. Vivre sans enfant est impossible. Sur la route du retour, notre décision est prise. Sauver notre petite fille de toutes les manières et sauver notre fils car ils seront les prochains. Cette histoire doit marquer les esprits. Elle marquera les esprits pour longtemps. Mourir en se battant est plus doux que de vivre en esclave. Il ouvre la trappe et ils ont déjà réfléchi à tout ça. Elle doit s'allonger au fond de la trappe. Il doit prendre le fusil. Maître Jean-Marc Darrigade, avocat de Charles-Olivier Had. Je crois qu'elle se tourne parce que pour pas voir ce qui se passe, et il lui tire une balle dans la tête, tout simplement. Et ensuite, il doit remonter dans la chambre d'Ommeline qui dort, aller la chercher. Il la couche près de sa maman, de nouveau dans la petite. Alors c'est une pièce qui se trouve, une espèce de sous-sol qui est aménagé sous une pièce. Ça ressemble presque à un abri anti-atomique, ça ressemble presque à une pièce qui aurait été faite pour ça, mais on découvre qu'elle existait, qu'elle était. L'enquête va révéler qu'elle était là avant même qu'ils arrivent, et il va continuer, faire le geste pour tuer Ommeline, va aussi tirer dans la tête de son propre enfant. Donc là, c'est difficile de concevoir cet homme à qui on parle, qui est Monsieur Tout-le-Monde, qui est très gentil, il faut l'imaginer dans un autre état, c'est-à-dire comme un automate, voilà, complètement anesthésié, complètement qui exécute comme un robot, désordonné. Mais en fait, quand ils en ont parlé ensemble, elle a une peur bleue de quelque chose qui la rate, en fait, voilà. Donc elle lui a dit, redit, redit de ne pas manquer son geste. Elle veut absolument pas être paraplégique, elle veut absolument pas être, elle veut être morte, voilà. Et pareil pour Ommeline. Donc elle lui a fait promettre qu'il ferait en sorte qu'il n'y ait aucun doute sur l'aboutissement de ce geste. La réitération de ces balles tirées, 3 ou 4 dans chaque victime, eh ben c'est obtenir la certitude de la mort, voilà, et de pas manquer cet objectif, voilà, pour pas faire souffrir pour rien, voilà, c'est plus dans cette logique-là que dans une logique d'acharnement quelconque. Côte B sur Europe 1. Christophe Ondelatte. Charles-Olivier Had a utilisé un fusil. Il a déchargé 3 balles sur sa femme et 4 sur sa fille, en pleine tête. Son plan initial était de tuer ensuite ses 2 fils aînés et de se suicider. Il n'est pas allé au bout. Dans l'expertise psychologique qui figure dans sa Côte B, Charles-Olivier Had explique aux experts qu'il avait conclu un pacte suicidaire de toute la famille avec son épouse et qu'il n'a pas osé aller jusqu'au bout.
Cette explication ne satisfait pas du tout la famille de sa femme. On peut parler d'un pacte suicidaire, mais juridiquement parlant, à la lettre P du code pénal, il n'y a pas pacte suicidaire. Là, on est à la lettre A, c'est assassinat, et c'est un double assassinat. Fabien Raquelien, avocat pénaliste, j'étais le conseil des membres de la famille de Samantha, que j'ai assisté aussi bien dans le cadre de l'information judiciaire, mais surtout lors du procès qui s'est tenu devant la cour d'assises de l'Hérault il y a quelques mois. Allez, on va partir dans cette hypothèse du pacte suicidaire qui a existé, mais encore une fois, il n'est pas poursuivi pour ça. Ce pacte suicidaire, il a été contracté entre qui et qui? Entre Samantha et Charles Olivier. Ombline, elle n'a rien demandé. Ombline, cette petite fille, au début de son existence, elle n'a pas demandé à finir avec 3 balles dans la tête dans une cave. Vous voyez ? Elle n'était pas contractante à ce pacte suicidaire. Partons de faire du droit des contrats. Mais c'est un peu ça. Ce qui s'est passé ce 17 juillet 2019, c'est un père de famille qui est descendu dans une trappe avec la mère de ses enfants et leur petite fille, Ombeline. Et ce père de famille a tiré à 7 reprises, à la fois 4 fois dans la tête d'Ombeline et 3 fois dans celle de sa compagne et de son épouse. Voilà ce qui s'est joué ce jour-là. Suite à cela, le père de famille devait ensuite donner la mort aux 2 garçons. Et il a pris son véhicule parce que ces garçons étaient en vacances en Bretagne, chez ses parents, chez sa mère. Et l'objectif de ce voyage, c'était d'aller les récupérer pour leur donner la mort également. Et il nous livre sa version qui est la suivante. Lorsqu'il les récupère, il part et on est au petit matin, il rentre dans l'Hérault et lorsqu'il regarde dans la glace, il s'aperçoit qu'il a de la vie dans sa voiture, qu'il a ses 2 fils et il indique qu'il revient à de plus justes réalités et qu'il n'entend pas aller au bout de ce pacte suicidaire tel qu'on l'a appelé dans ce dossier. Charles-Olivier Had abandonne le pacte suicidaire. Il ne tue pas ses 2 garçons et il ne se suicide pas. Pourquoi ? Dans la code B de son dossier, il s'en explique à Danielle Cani, l'experte psychologue. Charles-Olivier va tirer sur sa femme et sur Ombeline, qui sont, comme on le sait, décédées toutes les 2. Et il était chargé par Samantha, et encore une fois, il était d'accord avec cette décision, d'aller chercher les 2 garçons qui se trouvaient chez leur grand-mère paternelle en Bretagne. Donc il prend la voiture, il va chercher les enfants, et il redescend et il roule toute la nuit. Donc il roule toute la nuit, les enfants dorment et au petit matin, le jour se lève, les enfants se réveillent, ils vont commencer à rire dans la voiture, à plaisanter, à discuter. Et Charles-Olivier m'a dit, il y avait de la vie, tout d'un coup il y avait de la vie dans cette voiture. Et à ce moment-là, le jour s'est levé et la vie est rentrée aussi avec la clarté du jour. C'est-à-dire que la clarté du jour a mis de la vie là où il y avait de la mort pendant la nuit. C'est-à-dire la blancheur du jour s'est superposée à la noirceur de la nuit. Et à ce moment-là, effectivement, je dirais que la pulsion de vie est devenue plus forte que la pulsion de mort. Et c'est à ce moment-là que Charles Olivier a commencé à réfléchir de manière un peu plus sensée à la place. Voilà, il s'oublie, il se met de côté, il s'annihile un peu, voilà, hein, il s'annihile, et elle va décider de tout, y compris du suicide collectif. Il ne faut pas oublier cette chose importante, que c'est une décision dont elle est, elle, à l'origine, pas lui. Lui, il a suivi. La problématique principale de Charles-Olivier Had, c'est une problématique d'ordre affectif, à savoir que il n'a quasiment pas eu de père. Le père était alcoolique. Les parents se sont séparés, il était très jeune. Je crois qu'il avait 4 ans environ, avec son frère. Par la suite, le père n'a pas vraiment tenu son rôle. Il me raconte que quand il allait chez lui, eh bien, il était livré à lui-même. Charles-Olivier Had était un enfant en souffrance au plan affectif.
Alors, par la suite, il a été aussi un adolescent solitaire. Par la suite, il va beaucoup investir dans le travail. Au niveau du travail, on a une bonne stabilité. Il va faire une formation de cuisine, ça lui plaît beaucoup. Ça lui plaît beaucoup parce que je pense que cela lui permet d'avoir des relations. Et c'est un travail d'équipe. Il me racontait par exemple que la première fois qu'il était rentré dans un restaurant, dans une cuisine de restaurant, il avait l'impression d'y trouver la vie. Le travail, c'est son seul repère pendant très longtemps. Il est seul, il ne faut pas l'oublier. La problématique de Charles-Olivier Had s'organise autour de ce sentiment de solitude et de carence affective. Voilà, c'est très important pour comprendre son fonctionnement psychologique. Le travail va lui fournir la possibilité d'avoir des échanges avec des collègues et du mouvement. Sa vie sentimentale, un peu avant, elle est un peu étrange parce qu'il tombe amoureux d'une jeune fille qui a son âge, etc. Maître Jean-Marc Darrigade, avocat de Charles-Olivier Had. Il va sortir avec cette fille pendant quelques semaines et puis il va tomber amoureux de sa mère. Et il va quitter cette jeune fille pour vivre en fait ensuite avec la mère de celle-ci. Donc c'est là qu'on voit qu'il a quand même ce côté, il recherche une autorité maternelle, il recherche une présence féminine rassurante et il est plus attiré, on va dire, par les personnalités féminines plus mûres et plus sécurisantes pour lui. Ce qui semble effectivement correspondre à un manque d'affection pendant son enfance. Code B12, enquête de personnalité de Charles-Olivier Had. Samantha et Charles-Olivier se rencontrent en 2002. Elle a 4 ans de plus que lui. Il énumère ce qui l'a séduit chez elle. Elle était cérébrale, intellectuellement. Sa façon de voir les choses, le monde, et d'être hors norme. Sa douceur, sa gentillesse. Je l'ai jamais entendu dire des méchancetés sur quelqu'un. Au début, leurs proches expliquent qu'ils étaient très fusionnels. Leur relation était auto-centrée. Ils ne laissaient de place à personne. Samantha va être investie à la mesure des manques qui habitent Charles-Olivier Had. Danielle Cagny, experte psychologue. Il va la créditer d'une force qui n'est pas la sienne propre. Et c'est une femme pour laquelle il va avoir beaucoup d'admiration. Il va la décrire avec beaucoup d'admiration. Elle le fascine. Il me décrit un effet de fascination vis-à-vis de cette femme. Il peut dire de cette femme, par exemple, c'est quelqu'un de très intelligent. Elle était belle, mais ce n'est pas ce qui m'a attiré. J'aimais sa façon de voir la vie, de voir les relations humaines. Elle dégageait une force, ce côté naturel. J'aime ce côté hors norme, ça m'a plu. Elle avait des qualités professionnelles, elle était reconnue dans son travail. C'était quelqu'un de bien, je ne l'ai jamais entendu dire du mal de quelqu'un, elle était gentille. On a un effet de fascination, en tout cas, c'est un regard admiratif. Il est totalement fasciné par cette femme et il va la créditer d'une puissance que lui ne possède pas. Et donc, elle va devenir son tuteur, en quelque sorte. Elle va prendre les rênes de la famille. C'est elle qui décide. Donc, il est, à mon sens, totalement inféodé à la personnalité de sa femme. Voilà, on est dans une relation de soumission de lui à elle. Elle décide de tout et lui se réfère à elle sans discussion et je pourrais même dire sans réflexion. Il est privé en quelque sorte de libre arbitre, il est privé de toute pensée autonome. Dans On de la raconte, j'ouvre la code B du dossier d'instruction de Charles-Olivier Had. Après avoir tué sa femme et sa petite fille de 20 mois, il était censé tuer ses 2 fils aînés et se suicider ensuite. Mais il n'est pas allé jusqu'au bout. En garde à vue, il semble regretter la trahison du pacte suicidaire qu'il prétend avoir noué avec celle qu'il aimait. Il est dans un état où il est tellement allé au comble du désespoir qu'il est très très profond, on va dire. Donc il est un peu anesthésié par la douleur, par tout ce qui se passe. Et tout ce qui va se produire ensuite, c'est un peu une espèce de réveil de plus en plus douloureux. Voilà, de plus en plus douloureux.
Code B8. Rapport des experts psychiatres, les docteurs Franc et Trappé. Charles-Olivier Had présentait une altération de son discernement en raison de la peur de la date butoir du placement de leur fille Ombeline. Pour lui, c'est un drame qui remettait en cause l'équilibre familial et les choix de vie de son épouse. Charles-Olivier Had était dans un état d'épuisement psychique et d'intensité dépressive. Cela a abouti à la réalisation partielle de ce pacte suicidaire partagé avec son épouse. Donc il avait en quelque sorte un peu perdu la raison. Cet homme travaille 16 à 17 heures par jour, mais complètement, c'est-à-dire que c'est démentiel, voilà. Et donc là on peut imaginer que la fatigue, le manque de sommeil, en plus ce manque de sommeil, ils le dépeignent tous les deux à la fin, c'est-à-dire que la décision prise par le juge des enfants, etc., de placement médical de l'enfant, va leur faire perdre le sommeil. Donc lui qui a manqué depuis déjà des mois et des mois par une suractivité qui était à la limite du burn-out, ben si vous lui enlevez les seules heures de sommeil qui restent, là on perd la lucidité totale. Et donc elle qui a déjà raison, elle a même raison dans la folie. Voilà. Et ça aboutit à ce drame, à cette exécution, une programmation de la mort de la famille. Mesdames et messieurs, la cour! Code B8. Rapport d'expertise des psychiatres Franc et Trappé. Monsieur Had n'était pas en position d'infériorité ni inféodé aux idées de son épouse. Il aurait pu avoir la capacité de s'opposer à ce projet, mais son propre état de désespoir l'en a empêché dans un premier temps. La famille de Samantha ne peut pas comprendre ce qui s'est passé. Maître Fabien Arakelian, avocat de la famille de Samantha Had. Et surtout, ils viennent dire, et ils ont raison, certes, Samantha était d'accord pour ce projet funeste, mais Charles-Olivier avait la possibilité de ne pas le faire. Enfin, arrêtons-nous un instant. Est-ce que si votre épouse vient vous dire « S'il te plaît, on descend à la cave, tu vas prendre une carabine, tu vas mettre 7 balles, et puis tu vas m'en tirer 4 dans la tête et 3 dans la tête de ma fille. » Vous le faites ou vous le faites pas? Il a la possibilité de ne pas le faire. Il n'était pas sous la contrainte, il n'était pas sous l'emprise. Donc la famille de Samantha, elle se dit, c'était à lui de dire non. C'était à lui de ne pas le faire. Et il l'a fait. Et il a été capable de ne pas le faire pour les 2 fils. Donc le seul responsable, c'est lui. Après, on peut présenter les choses selon l'angle que l'on souhaite, mais la stricte réalité de ce dossier, c'est que c'est lui qui a appuyé 7 fois sur la détente. Devant la cour d'assises de l'Hérault, Charles-Olivier Had maintient qu'il est le seul et unique responsable de la tragédie. Il soutient que sa femme avait raison de vouloir en finir. Et il dit à la barre, « Ce coup de téléphone des services sociaux nous a fait basculer jusqu'à commettre l'irrationnel. Mon épouse avait perdu tous ses moyens. Lors de ce dernier coup de fil, j'ai compris qu'il n'y avait plus d'échappatoire. » Il est, même après le drame, encore sous l'influence de son amour pour Samantha. Maître Jean-Marc Darrigade, avocat de Charles-Olivier Had. Et ce qui le fait vivre, c'est encore qu'il l'aime, qu'il la respecte. C'est pour ça que moi, j'ai toujours été attentif à ça, parce que il était hors de question pour moi de détruire ça, parce que j'ai l'impression que si je détruisais ça, je le détruisais à lui aussi. S'il est toujours dans un effet de fascination, c'est une modalité de défense. Danielle Cagny, experte psychologue. Parce que si jamais il réalise que finalement elle n'était pas à la place qu'il lui avait assignée, et que c'est quelqu'un qui n'avait pas les qualités qu'elle lui prête, et qu'en quelque sorte il a été victime de quelqu'un qui avait certainement un trouble quelque part, il va s'effondrer. Oui, parce que j'ai tué mes enfants, ma fille pour rien. C'est-à-dire s'il commence à se dire que finalement tout ça n'était pas du tout fondé, il est mal. S'il commence à se dire ça, à accepter la réalité telle qu'elle est, telle que nous on la voit avec le recul qui est le nôtre, eh bien il risque de s'effondrer parce que là cet acte prendra toute son horreur. Alors que tant qu'il est à minima justifié, cet acte-là, finalement, elle avait ses raisons, hein, peut-être pas lui, mais elle avait ses raisons. Tant qu'il est à minima justifié, ça lui permet de
tenir debout, d'en faire quelque chose d'acceptable pour lui. Code B8. Conclusion des psychiatres francs et trappés. Une injonction de soins de M. Had est essentielle. Le sentiment de culpabilité va le fragiliser, ainsi que les difficultés qu'il aura à reprendre un lien avec ses 2 enfants. Il faudra rester attentif à l'émergence d'affects dépressifs et suicidaires. Il n'est pas exclu qu'il n'ait pas la force d'aller jusqu'au bout. Voilà, c'est-à-dire d'aller jusqu'au bout de son incarcération, de sortir, d'affronter la vie réelle, ensuite de se regarder dans une glace. Voilà. Je pense que c'est autant de défis qui l'attendent. Et comme je lui ai dit, moi, après ce procès, je lui ai dit le plus dur commence pour vous. Voilà, le plus dur, c'est maintenant. Voilà. Parce que moi, je vais partir, vous allez vous retrouver dans votre univers carcéral, voilà, et vous allez être seul, quoi. Les psychiatres, etc., de temps en temps, ils vous verront, ils vous aideront. Mais à partir de maintenant, vous êtes tout seul, quoi. Donc, il y a même plus ce procès comme une perspective qui sous-tend l'attention, qui est un objectif. Là, maintenant, l'objectif, c'est sortir. Est-ce que c'est important de sortir? Est-ce que c'est pas important? Et c'est ce qui lui donne la force. C'est la raison, elle est tout à fait simple. C'est pouvoir donner un jour des explications à ses fils survivants qui seront légitimes à lui poser la question suivante: papa, pourquoi? Il leur racontera, j'espère, une histoire qui correspond à la réalité, Maître Fabien Arakelian, avocat de la famille de Samantha Had. sans travestir et salir la mémoire de Samantha et de la petite Omblin. En mars 2022, Charles-Olivier Had est condamné à 18 ans de réclusion criminelle. Il ne fait pas appel. Ses 2 fils sont placés sous la responsabilité de sa mère. C'était On de la raconte, Code B, rédaction en chef Guillaume Maury, enquête Vincent Deby, réalisation Boris Paczynski. Le podcast de ce programme est disponible tous les samedis dès 6h du matin. À lundi 14h. Et bon week-end. Retrouvez Code B tous les samedis de 14h à 15h sur Europe 1.